un fort contenu théologique, Michel. Oui, encore une référence pour ceux qui les maîtriseraient ou qui les connaîtraient, c'est l'augustinisme, c'est-à-dire la pensée d'Augustin, elle va générer un augustinisme qui, au XVIIe siècle, va produire le jansénisme. C'est la question de la grâce. La question de Saint-Augustin, c'est ça. Vous pouvez dire, après tout, c'est Dieu qui décide. Je ne vais pas me forcer pour pouvoir croire en Dieu. C'est lui qui décide, qui donne sa grâce, ou qui l'accorde ou qui ne l'accorde pas. Alors après, on dira, oui, mais enfin, on peut forcer la grâce, ou etc. Et les jansénistes, Pascal en fait partie, quand il écrit d'ailleurs les... Vous voyez le parallèle qu'on ferait trace ici. De la même façon qu'il critique ceux qui font de Robespierre leur héros, il dénonce notre posture morale absolue face à la Russie. Dans les deux cas, c'est une vision manichéenne qui justifie tous les excès. Quand il parle de cette loi des suspects, ça me fait penser à notre façon d'étiqueter immédiatement comme pro-Poutine, quiconque suggère une approche plus nuancée. Cette terreur intellectuelle empêche tout débat constructif sur notre politique étrangère. Onfray ose questionner ces dogmes et c'est précisément pour ça qu'on a besoin de savoir. Évêque au Pérou, on n'est pas obligé de forcément... Et il est d'ascendance française aussi et européenne, oui, son père. On le dit aussi. Alors bientôt, on va trouver... Mais il est partout, il coche toutes les cases en fait. C'est ça oui, parce que c'est un Européen enraciné, mais c'est aussi avec ces Européens enracinés qu'on a fabriqué les déracinés qui ont été les Américains. Et puis, c'est une façon aussi de dire, moi je le dis depuis très longtemps, l'Europe est fatiguée, disons-le comme ça, et le sens de l'histoire va un peu du côté des États-Unis, et ça valide. On est sur CNews et sur Europe 1, Michel Onfray. Justement, parlons du fait que c'est un Américain, parce qu'on l'a présenté sur le plan spirituel et théologique. La comparaison entre Augustin et notre rapport à la Russie est fascinante. Quand Onfray parle de cette conversion, de ce changement de paradigme, il met en lumière ce dont nous aurions besoin dans notre politique étrangère, une véritable remise en question. J'adore comment il utilise cette référence intellectuelle pour montrer la profondeur du problème. Il ne s'agit pas juste de désaccords diplomatiques, mais de toute une vision du monde, d'une théologie politique presque. Notre incapacité à repenser notre relation avec la Russie vient de cette rigidité intellectuelle qu'il dénonce. C'est une analyse d'une profondeur rare dans le débat public actuel. Les moyens de communication, plus que les moyens de communication, le maîtriseront. Alors, Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. L'élection du souverain pontife est tombée en pleine célébration du 8 mai 45, les 80 ans de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Il y avait évidemment des commémorations à Paris, autour d'Emmanuel Macron. On va écouter dans un instant le général de Gaulle, mais il y avait aussi le lendemain, sur la place Rouge, à Moscou, une véritable démonstration de force par Vladimir Poutine, avec toutes ses troupes en armes, un défilé aérien. C'était vraiment le Poutine de la guerre qui montrait ses muscles. On va écouter ce qu'il a dit avec une vingtaine de chefs d'État présents à ses côtés, notamment le président chinois. Écoutons Vladimir Poutine. Cette victoire a été le barrage au nazisme, à l'antisémitisme et à la russophobie. Et nous allons vous défendre contre ceux qui portent ces idées. Notre pays, notre société, notre peuple soutiennent les participants à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur détermination et abnégation. Ce qui nous a toujours apporté nos victoires est seulement la victoire. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire là? Onfray touche un point essentiel de notre rapport à l'histoire. Quand il parle de cette alliance entre la Russie et la Chine que nous avons nous-mêmes créée, ça me fait vraiment réfléchir. C'est vrai que Poutine avait proposé un rapprochement avec l'Europe il y a 20 ans et on l'a repoussé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on récolte? Cette scène sur la place Rouge avec Xi Jinping à ses côtés. Onfray a raison. Cette alliance que l'Occident déplore, c'est nous qui l'avons provoquée. On n'a pas su penser géopolitiquement sur le long terme. Ça fait mal d'entendre ça, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire, c'est changement d'alliance. C'est-à-dire, si les empires nous font face. Pardon ? Les deux empires chinois et russes nous font face. Bien sûr. Ce que nous déplorons aujourd'hui, nous l'avons fabriqué. Enfin, quand je dis nous, c'est la France et ceux qui étaient encore là et qui ont béni Mitterrand de laisser faire ces choses-là. Mais quand la proposition a été faite par Poutine à l'époque de dire bon, allez là, l'Europe intégrez-moi, je joue la carte occidentaliste, et qu'on lui a dit trop petit mon ami, lui il a dit je joue la carte slavophile, c'est-à-dire je vais voir de l'autre côté et je vais me tourner du côté de la Chine. Ça y est, c'est fait. L'union, elle est là, elle est visible. Nous avons fabriqué cette union que nous déplorons aujourd'hui. Nous n'avons pas été à la hauteur. Si nous avions été gaullistes et gaulliens, nous aurions fait cette Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Et l'aurions-nous faite, cette Europe, qu'elle ne serait pas dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Et assez probablement, l'Ukraine se serait trouvée intégrée à cette Europe gaulienne qui aurait été une Europe des nations. Alors justement, on évoque le général de Gaulle. 8 mai, évidemment, on a envie de réécouter un tout petit extrait du discours qu'il a prononcé ce jour-là. Écoutez les paroles du général de Gaulle. Waouh, là Onfray va vraiment au cœur du sujet.
Cette vision de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, comme disait De Gaulle, c'est fou de voir comment on a complètement abandonné cette perspective. Quand il dit « Nous avons fabriqué cette union que nous déplorons aujourd'hui », ça résonne comme une vérité qu'on refuse de regarder en face. Je me demande combien de Français réalisent vraiment ça. On se plaint de l'axe Moscou-Pékin, mais on a littéralement poussé Poutine dans les bras de Xi en refusant son désir d'intégration européenne. C'est une analyse tellement lucide et dérangeante à la fois. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'on continue exactement sur la même trajectoire. C'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leurs peines à nos peines, leur espérance à notre espérance. Ce discours du général de Gaulle, c'est tellement puissant d'entendre sa voix dans ce contexte. Onfray utilise parfaitement cette référence historique. De Gaulle reconnaissait l'importance des armées de l'Est et de l'Ouest. Il n'y avait pas cette division absurde qu'on voit aujourd'hui. Il avait cette capacité à penser au-delà des clivages idéologiques pour construire une vision géopolitique cohérente. Et c'est exactement ce qui nous manque maintenant. On dirait que nos dirigeants actuels n'ont aucune vision stratégique au-delà des prochaines élections. Cette comparaison met en lumière la médiocrité de notre diplomatie actuelle. Leur faisant dire le contraire de ce qu'ils disent. On pourrait faire ça sur « je vous ai compris », l'Algérie française. Et très souvent, on entend le Paris libéré, par ses propres moyens, etc. On dit « Ah, De Gaulle, quand même, cette façon de tout ramener à lui-même, à la France, et en oubliant que, etc. » Là, il dit très bien que c'est grâce à une résistance qui a été fabriquée par des armées de l'Est et de l'Ouest, c'est-à-dire des États-Unis et de la Russie soviétique. Donc lui, il a bien compris, il le sait bien. D'ailleurs, quand il ne voulait pas tous les falbalas du 6 juin, c'est qu'il savait très bien que le 6 juin 1944, dans ma belle Normandie, ce qu'on célèbre, c'est un débarquement militaire. Mais c'est exactement ça. Quand Onfray souligne que De Gaulle reconnaissait l'apport des Soviétiques à la victoire, il touche à quelque chose d'essentiel. On dirait qu'aujourd'hui, on réécrit l'histoire pour qu'elle corresponde à nos positions actuelles. C'est tellement malhonnête intellectuellement. Stalingrad a précédé le débarquement, et nier le sacrifice soviétique, c'est instrumentaliser la mémoire. Ce qui me frappe, c'est qu'Onfray ne défend pas du tout Poutine ici. Il défend juste une lecture honnête de l'histoire et une vision géopolitique plus nuancée. Mais dire ça aujourd'hui, c'est presque devenu subversif. Et le général de Gaulle savait bien que effectivement, la libération ne s'était pas faite que par la France, et que par la France elle-même. Et très tôt et très vite, d'ailleurs, il le dit, dès l'appel du 18 juin, que les gens lisent peu ou pas. Ils ont juste 2 ou 3 mots comme ça, et puis voilà. Mais quand vous lisez le texte intégralement, il dit « Nous avons perdu parce que mécaniquement, nous étions inférieurs ». Quand mécaniquement nous serons supérieurs, nous gagnerons. C'est une guerre des moteurs, c'est une guerre de civilisation, dit le général de Gaulle. Et évidemment, les moteurs, si c'est la France qui les construit, ça ne suffira pas. Il faudra que les États-Unis s'y mettent avec leur force de frappe. Quand il parle de cette récupération politique des commémorations, il met le doigt sur quelque chose de profondément malsain dans notre rapport au passé. L'histoire devient juste un outil de propagande. Cette façon de voir Hitler partout, de simplifier des situations géopolitiques complexes. C'est exactement ce qui empêche tout dialogue constructif avec la Russie aujourd'hui. J'adore quand Onfray ose dire qu'il y a une part de vérité dans ce que dit Poutine sur le sacrifice russe pendant la guerre. On peut détester Poutine et sa guerre tout en reconnaissant certaines réalités historiques. Mais c'est trop compliqué pour notre débat public actuel. À aborder, est-ce que vous voulez qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon dans un instant ? Nous le pouvons. Alors, c'est ce que nous ferons. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va parler de la politique française avec la publication d'un livre qui met la France insoumise en émoi. Il s'appelle La Meute, avec des dizaines de témoignages, dont plus de 80 personnes à visage découvert, qui expliquent le fonctionnement clanique, brutal et cynique de Jean-Luc Mélenchon et de ses sbires. Écoutons l'un des auteurs, Olivier Perroux, raconter ce qu'il y a dans le livre. Tous ces gens, en fait, tous ces témoignages sont assez concordants et nous racontent finalement une forme, ça ce sont leurs mots, une forme d'emprise. Au-delà de cette emprise sectaire, il y avait aussi la dimension de la violence dans les propos, dans les échanges, et notamment chez Jean-Luc Mélenchon, qui a des accès de violence, notamment le soir, dans des messages qu'il peut envoyer à des personnes qui ont critiqué une décision, un choix politique, et donc à cette dimension d'emprise sectaire s'ajoutait la dimension de la violence. Et une meute, c'est quoi ? Au final, une meute, c'est un groupe soudé
Ça, Jean-Luc Mélenchon y tient. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'extérieur est vu comme une menace. Ceux qui trahissent la meute ou ceux qui critiquent la meute sont vus comme des adversaires, comme des ennemis de l'intérieur. Là, c'est un moment crucial. Onfray nous montre comment cette obsession de voir des nazis partout finit par nous aveugler face aux vraies menaces. Quand il parle des descendants des combattants russes qu'on n'invite même pas aux commémorations, c'est une critique directe de notre diplomatie symbolique. Cette façon de confisquer l'histoire, quelle formule percutante, c'est exactement ça, on instrumente le passé pour justifier des positions politiques contemporaines, et au final, qui en souffre? Les relations entre les peuples, la compréhension mutuelle, la possibilité même d'une paix durable. C'est une analyse qui dérange mais qu'il faut absolument entendre. La possibilité de sortir de chez soi sans se faire violer quand on est une jeune fille, et même pas quand on est une jeune fille, puisque vous avez des nonagénaires qui se font violer, arracher leur sac dans la rue, etc. La sûreté n'est pas une affaire de droite ou de gauche, ça fait partie des droits de l'homme. Et donc, quand on réclame aujourd'hui la sûreté, la sécurité, on ne réclame pas une société fasciste ou autoritaire. On demande juste que des gens n'aient pas la possibilité de violer, de taper, de massacrer, d'incendier, etc. etc. Et aujourd'hui, vous avez toujours les gens, on a parlé de Mélenchon, mais des gens qui viennent vous faire savoir que la police tue. Donc il faut faire attention à tous ces gens-là qui descendent dans la rue en disant « Oh là là, il faut absolument ménager tous ces gens-là ». Mais s'il y avait une vraie politique, comme il y a eu au moment des Jeux Olympiques, vous avez vu, ça marche. C'est troublant comme Onfray fait le parallèle entre la France orange mécanique et notre politique étrangère. Dans les deux cas, il pointe du doigt cette incapacité de l'État à exercer son autorité de façon équilibrée. Quand il dit « il y a plein de gens qui ont intérêt au désordre », ça résonne parfaitement avec notre politique internationale aussi. On cultive ce désordre mondial, cette instabilité qui nous revient comme un boomerang. Les émeutes dont il parle ici et notre chaos diplomatique viennent de la même source. Un État qui a perdu sa vision, sa cohérence et finalement sa légitimité. C'est dur à entendre mais tellement pertinent. Il faut faire attention, Mme Tondelier, M. Mélenchon, il faut faire attention à ceux qui, au Parti Socialiste, veulent s'associer ou pas s'associer à ceux-là parce qu'il y a un congrès en tête. Il faut faire de la politique politicienne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus de la France, on s'occupe des boutiques de politique politicienne. S'occuperait-on vraiment de la France qu'une politique de sécurité, qui ne serait pas une politique sécuritaire, encore moins une politique d'autorité, qui ne serait pas une politique autoritaire, serait possible? Il y aurait de toute façon l'assentiment des Français. On le sait que les Français veulent ça. Simplement, il faut des hommes ou des femmes qui soient décidés à ça. Et puis, il faut qu'il y ait une vraie volonté de révolutionner les syndicats, la magistrature, la politique pénale. Et puis, qu'il y ait aussi des philosophes qui pensent la prison autrement que comme... Cette analyse de la sécurité comme droit fondamental, c'est brillant. Onfray montre que ce n'est pas une question de gauche ou de droite, mais de bon sens. Et c'est exactement pareil pour notre politique envers la Russie. Il ne s'agit pas d'être pro ou anti-Poutine, mais d'avoir une approche pragmatique qui serve réellement nos intérêts et la stabilité mondiale. Quand il parle de cette volonté de révolutionner notre approche, j'aimerais tellement voir la même révolution dans notre diplomatie. Cette capacité à penser au-delà des clichés et des postures moralisatrices nous manque cruellement, tant à l'intérieur qu'à l'international. Non, on a affaire à c'est des crocodiles, c'est des alligators, c'est des serpents, les gens qui sont des chefs d'État la plupart du temps, y compris en démocratie. On n'arrivait pas à la tête d'un État sans avoir tué père et mère. On va juste écouter Emmanuel Macron lors de cette réception du président syrien. La chute de Bachar al-Assad a été un soulagement et une joie pour tous. Il vous reste maintenant à relever le défi d'une situation particulièrement compliquée, retrouver le chemin de la paix civile et de la concorde. Et en vous recevant aujourd'hui, après avoir organisé il y a quelques semaines une conférence diplomatique, vous étiez représenté par votre ministre, c'est à une transition pacifique qui assure la stabilité et la souveraineté de la Syrie, qui prend en compte l'intégralité des composantes de sa société civile. Ce moment sur l'Algérie est tellement révélateur. Cette façon dont Onfray expose l'hypocrisie de certains politiques qui vont commémorer les massacres de Sétif, mais qui n'ont pas voté pour la libération de Boualem Sansal, c'est exactement la même hypocrisie qu'on retrouve dans notre politique russe. On donne des leçons de morale à Poutine tout en fermant les yeux sur d'autres régimes quand ça nous arrange. Cette instrumentalisation sélective de l'histoire, cette posture morale à géométrie variable, Onfray met à nu cette incohérence fondamentale qui mine la crédibilité de notre diplomatie.
C'est vraiment une analyse sans concession. En y allant physiquement, personnellement, alors que Boualem est l'homme le plus gentil du monde et est un homme de paix, lui, véritablement. C'est tout ça aussi qui se joue, cette espèce d'antisémitisme d'État algérien qui se trouve soutenu par une gauche aujourd'hui qui ne veut pas qu'on lui dise qu'elle est antisémite. D'ailleurs, vous le dites, vous allez au tribunal, et on vous fait savoir que tout ça est faux, que non, ils sont juste antisionistes, mais que ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Donc c'est pas terrible tout ça, c'est vraiment pas terrible. Ces gens qui devraient avoir honte ont au contraire, ils vont avoir les honneurs du régime algérien qui est un régime de dictature. Un régime qui s'en prend aux intellectuels, donc à Kamel Daoud, Boualem Sansal. Oui, et Kamel Daoud en plus, ça recommence, ça continue, quoi. Bien sûr. Cette conclusion est magistrale. Quand Onfray parle de cet antisémitisme d'État soutenu par une certaine gauche, il met en lumière un mécanisme plus large, comment notre politique étrangère s'appuie sur des alliances moralement douteuses tout en se drapant dans la vertu. C'est exactement ce qu'il dénonce concernant la Russie. On condamne Poutine d'un côté, mais on s'allie avec d'autres régimes tout aussi problématiques de l'autre. Cette incohérence, cette malhonnêteté intellectuelle, Onfray nous force à regarder ces contradictions en face. Et c'est probablement la leçon la plus importante de cette analyse, notre politique étrangère a besoin d'honnêteté et de cohérence avant tout. Merci d'avoir regardé cette analyse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.